soir, toutes les parties se sont retrouvées autour du médiateur Blaise Compaoré pour négocier un accord. Ça ne sera pas pour ce soir, mais la diplomatie burkinabé reste optimiste. Félix Tientaboum n'est plus. Le colonel à la retraite est décédé hier à Paris des suites d'une courte maladie. Il avait 78 ans. La vie de cet officier supérieur a été marquée par le sport. Et puis, le projet Samandeni accuse un retard. C'est l'évaluation que font les bailleurs de fonds qui étaient en supervision sur le terrain. Voici pour les titres de ce 20h. Bienvenue. Après 3 jours de concertation, le président du Faso a reçu ce soir toutes les parties maliennes. À l'issue de cette plénière, il n'y a pas eu de communiqué final, mais la diplomatie burkinabé affiche son optimisme sur la conclusion d'un accord dans les jours à venir, un accord qui devrait permettre de tenir les élections le 28 juillet sur tout l'ensemble du territoire malien. Le reportage de Karim Namono. Les lignes ont bougé et l'on s'acheminerait vers une position commune, mais pour l'heure, pas d'accord formel. Pour un communiqué final, il faudra encore attendre. Nous avons reçu un projet d'accord préliminaire. Nous allons de ce pas nous rendre à Bamako pour consultation avec les autorités maliennes et nous reviendrons à Ouagadougou très bientôt. Les représentants du mouvement national de libération de l'Azawad et du Haut Conseil de l'Azawad ne se sont pas exprimés ce soir après leur entrevue tripartite. Mais Djibril Ipene Bassolé reste tout de même optimiste. La convergence des points de vue pour la tenue d'élections sur l'ensemble du territoire malien, y compris dans l'Azawad, il y croit. Cette fois-ci, évidemment, la communauté internationale est impliquée. Des dispositions sont en train d'être prises pour que militairement et politiquement, il y ait un encadrement et un accompagnement des mesures qui auront été adoptées. Il me semble, et surtout par rapport à l'objectif de tenir les élections, il me semble que cette fois-ci devrait être différente, puisque toutes les parties absolument acceptent le principe que les élections se tiennent à la date indiquée. À partir de ce moment, il s'agit de créer les conditions et le document que nous leur proposons précise justement les modalités selon lesquelles les élections peuvent se tenir dans un environnement apaisé. La pomme de discorde à résoudre pour les élections du 28 juillet 2013 demeure le désarmement des groupes armés du MNLA, les conditions sécuritaires à la tenue d'élections libres et transparentes, le retour des réfugiés, le redéploiement de l'administration générale, des services sociaux de base, des forces de défense et de sécurité au nord du Mali, en particulier à Kidal. Demain, si accord il y a, ça sera autour de ces points. Alors que le Burkina savourait hier la victoire des étalons sur le MENA du Niger, le colonel Félix Tientaboum a tiré sa révérence. C'est un colonel passionné de football qui a dirigé l'Union sportive de Ouagadougou, qui a dirigé également l'Union sportive des forces armées. Richard Yamego nous conte l'histoire de ce colonel à la retraite passionné de football. Reportage. Le colonel à la retraite Félix Tientaboum a passé l'arme à gauche hier soir aux environs de 20 h à Paris, où il avait élu domicile auprès de ses enfants. C'est surtout par le sport que Félix Tientaboum se révèle au Burkina. Jeune officier de l'armée burkinabé au début des années 60, il évolue au sein de l'équipe des forces armées nationales avant d'occuper des fonctions gouvernementales en février 1971. Il restera au département des sports jusqu'en février 1976. En 1980, il dirigera la diplomatie de notre pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est que feu colonel Félix Tientaboum avait le sport chevillé au corps. Il le conduira aux destinées du Comité national olympique burkinabé de 1982 à 1983. Ses hauts faits en tant que dirigeant, c'est avec l'Union sportive de Ouagadougou-Uzo que le colonel Tientaboum va signer 3 finales de Coupe du Faso entre 2000 et 2007 et une victoire à la clé, et plusieurs titres de vice-champion du Burkina. De son club rouge et blanc, le colonel dira toujours à qui veut l'entendre: je garde la tête haute parce que j'ai la meilleure équipe du championnat. Personne ne peut dénier cela.
Le colonel Félix Tientarboum restera pour la postérité le dirigeant qui a baptisé l'équipe nationale burkinabé du nom des étalons au début des années 1970. Sous sa conduite en septembre 1974, le gouvernement voltaïque d'alors promulgue un décret qui définit les grandes lignes de la politique nationale du sport à l'école et à l'université. Suivre à l'époque, qui faisait une suite à l'OSU, à l'OSEP. Tout ça, c'était des organisations intrascolaires, n'est-ce pas? Et c'était dans un esprit de compétition et d'élévation du niveau des disciplines qui sont pratiquées que nous avons pensé qu'il fallait créer cette union des sports scolaires et universitaires. Les résultats quand même étaient prouvants parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de disciplines qui en ont profité sur le plan de la qualité technique des sportifs, pour ne pas dire des étudiants et élèves qui, dans leur milieu scolaire, pratiquaient ces disciplines-là. Le sport burkinabé, dans son ensemble, s'incline devant la mémoire de feu colonel Félix Tientarboum en attendant les obsèques officielles qui auront lieu dans les jours prochains à Ouagadougou. Le sport, un puissant moyen pour célébrer la fraternité entre les hommes de toutes les nations. Ce sont ces valeurs que l'association Giving Back met en avant pour gagner la guerre contre le paludisme. L'association regroupe des internationaux de basketball, des sportifs de haut niveau qui viennent de choisir Chantal Kampaoré pour être leur ambassadrice au Burkina Faso dans le cadre de leur action contre le paludisme. Le reportage de Alassane Zéo et de Marguerite Douagneau. C'est vite là que je dois dire oui. D'accord, je dis oui. C'est la réponse de la première dame du Faso à la sollicitation de l'association Giving Back, composée de basketteurs de haut niveau d'origine africaine et évoluant à l'international, de faire de Chantal Kampaoré l'ambassadrice de sa cause au Burkina Faso, qui est celle de l'action contre le paludisme. Et pour nous, c'était important de pouvoir solliciter ce statut d'ambassadrice à la première dame parce qu'on sait qu'elle vient également du basketball et qu'elle représente aussi la solidarité ici au Burkina Faso. Notre slogan, c'est « N'oublie jamais d'où tu viens ». Que ces sportifs de haut niveau, ils ont été pour la plupart formés par l'association et puis ils ont pu revenir dans leur pays avec un S d'origine, donc que ce soit le Cameroun, le Mali, le Sénégal, etc., pour venir faire des actions humanitaires et sportives. L'association Giving Back, qui signifie redonner, a des ambassadeurs dans plusieurs pays, des personnalités issues de tous les milieux sociopolitiques, économiques et artistiques. Durant leur séjour au Faso, les internationaux du basket ont livré un match contre les étalons. L'association Giving Back se dit donc honorée d'avoir la première dame du Faso comme ambassadrice et bientôt des actions concrètes seront menées pour la lutte contre le paludisme au Burkina. L'ambassadeur de la République de Chine et le chef du gouvernement burkinabé se sont rencontrés aujourd'hui dans la matinée. Les deux personnalités ont passé en revue les projets de coopération entre Taïwan et le Burkina, au nombre desquels l'hôpital national Blaise Compaoré et le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Luc Adolphe Tiao et Shen Sheng Hong ont échangé sur les solutions à apporter aux différents problèmes qui se posent. Reportage signé de Yolande Lompo. On a parlé beaucoup de projets de coopération, surtout les projets que nous mettons en exécution actuellement, comme pour le projet de l'hôpital national Blaise Compaoré, la formation de professionnels, surtout le fonctionnement du centre de Zignaré. Et aussi, on a évoqué aussi des problèmes qu'on voudrait résoudre ensemble. Au centre de Zignaré, des enseignants, ils demandaient augmenter le salaire, tout ça. Et finalement, au niveau du gouvernement burkinabé, on ne peut pas les satisfaire. Il y a la grève, tout ça. Mais pour nous, on voudrait mettre fonctionner normalement ce centre. Donc, comment trouver une solution qui pourrait accepter par tout le monde? C'est très important. Voilà, c'est ce qu'on discute aujourd'hui avec le Premier ministre. Mais non, les solutions ne sont pas tout de suite.
Donc on devait encore continuer à chercher, travailler avec les techniciens de la formation professionnelle et même pour les autres projets, c'est pareil. Les élèves du CM2 iront demain à la conquête du premier diplôme du cursus scolaire. Juste après-demain, ce sera le tour des élèves qui passent le BPC, le BEP, le CAP, qui vont débuter donc dans quelques jours sur l'ensemble du territoire. Côté organisation, on assure que tout est fin prêt. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait le tour pour constater les derniers déploiements du matériel destiné au centre d'examen. Le reportage de Suleiman Sanou et de Abdul Rasmane Zongo. À l'image de 7 élèves de 3e studieusement concentrés, ils sont 143 000 candidats cette année 2013 à aller à la recherche ou à la conquête du précieux sésame de BPC. Ceux de l'enseignement technique et professionnel s'élèvent quant à eux à 14 000 candidats. Le professeur Moussa Ouattara, ministre de tutelle, était ce matin à l'OSECOS, quartier général des examens, mais également au lycée mixte de Gungué, pour s'enquérir des ultimes préparatifs des examens. Forces de sécurité, enseignants, surveillants et autres organisateurs assurent le dispatching, l'acheminement des épreuves dans les différents centres de composition. J'ai tenu personnellement à venir voir au niveau de l'OSECOS comment les dernières touches de préparation effectivement se font. Donc j'ai constaté un peu à huis clos comment les différentes cantines ont été effectivement de sujets, ont été effectivement préparées, contrôlées, verrouillées, cadenassées. Et donc le transport est en train de se faire maintenant ce matin. Je leur souhaite à tous effectivement beaucoup de succès dans la discipline, dans le travail sans fraude. Et puis comme ça, bon, allez, qu'on se retrouve en seconde l'année prochaine. Ce président du jury affiche lui un optimisme par rapport au bon déroulement des examens. Ce matin, on a déjà affiché les listes sur les portes des salles. On a mis les numéros des élèves sur les tableaux. Vraiment, tout est fin prêt. Au même moment, quelques élèves que nous avons rencontrés manifestent une confiance et une sérénité. Je pense que ça va bien se passer. Vu qu'on a bossé, on a fait tout ce qu'on pouvait, donc ça va bien se passer. On n'a pas peur, on croit, ça va aller. À quelques heures de l'examen, c'est vrai qu'on a peur, mais on est confiant puisqu'on a commencé à bosser depuis le début de l'année avec un emploi de temps bien dressé. On continue toujours les révisions dans l'espérance que par la grâce de Dieu, on va aboutir à un but très satisfaisant. Les compositions commencent demain mardi 11 juin 2013 par l'épreuve de français, précisément par la dictée. Les délégués de classe de 30 établissements publics et privés de Ouagadougou sont à l'école de la paix et de la non-violence, une formation initiée par le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école, créée en avril 2008. Cette organisation voudrait faire des élèves des acteurs de paix dans leur milieu. Reportage Oswald Gaëtan Segda et Adama Koulibaly. Ces délégués d'établissements scolaires sont à l'école de la paix et de la non-violence. Plusieurs modules leur seront dispensés afin qu'ils soient des leaders pacifiques et des modèles dans leur entourage. Cette formation sur le civisme, la non-violence et la paix va donc permettre d'outiller les élèves participants aux valeurs de paix. Avec cette formation, nous allons aller beaucoup plus vers la responsabilisation des élèves afin qu'ils puissent être responsables eux-mêmes de leur propre avenir et responsables aussi de l'ensemble de la société. Les manifestations au cours de l'année scolaire ont retardé la formation et malgré les vacances, les organisateurs espèrent par ces délégués de classe toucher le maximum, voire l'ensemble des élèves. Non seulement ils retrouveront pendant les vacances d'autres élèves, mais d'autres jeunes de leur milieu de vie et qu'ils pourront diffuser les valeurs de paix autour d'eux. Nous sommes convaincus que cette formation inculquera quand même des notions aux élèves qui répercuteront sur l'ensemble des établissements et auprès de leurs camarades, à la maison comme dans la rue. Cette formation est la première d'une série organisée par le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école qui sillonnera d'autres régions du pays avec le même objectif, enseigner la paix et la non-violence
scolaires. Comment les députés peuvent-ils s'impliquer réellement dans la défense, la sécurité et le maintien de la paix sur le continent? La question est en débat. Participent aux réflexions les députés membres de la Commission des affaires étrangères et de la défense. Cette activité de renforcement des capacités est accompagnée par le réseau africain pour le secteur de sécurité et le Centre de contrôle démocratique des forces armées basé à Genève, deux institutions avec lesquelles l'Assemblée nationale entretient un partenariat depuis 2012. Anatole Nakourma et Anna Lucie Kéré ont signé ce reportage. Le Parlement est une institution incontournable pour toute démocratie. C'est fort de ce constat que les premiers responsables du réseau africain pour le secteur de sécurité et ceux du DECAF, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, basés respectivement à Accra et à Genève, décidaient en 2012 de signer un accord de partenariat avec le Parlement burkinabé en vue du renforcement des capacités des parlementaires. L'atelier des députés membres de la CAED, la Commission des affaires étrangères et de la défense s'inscrit en droite ligne de ce partenariat. Si on veut trouver des solutions aux crises sécuritaires qui secouent notre sous-région, il est essentiel d'associer les parlements. Et pour les y associer, il faut qu'ils aient les moyens, à savoir les connaissances, les capacités pour jouer à plein leur rôle. La présidente de la Commission des affaires étrangères et de la défense poursuivra en soutenant qu'en tant que représentant du peuple, il doit faire en sorte que le processus démocratique dans lequel le Burkina s'est engagé puisse se renforcer. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats politiques actuellement autour d'un certain nombre d'innovations, notamment le Parlement qui comprend maintenant 2 chambres. Et tout ça, c'est des processus sur lesquels nous allons discuter. Comment faire pour que ces différents changements n'entraînent pas des distorsions au niveau de la société civile et que l'on puisse toujours avancer dans la paix pour construire donc la nation. Cette rencontre devra permettre au commissaire de la CAED d'élaborer à court terme un programme d'activité qui devrait déboucher sur des actions concrètes sur le terrain avec les acteurs chargés d'assurer la sécurité et la défense des citoyens. L'arrondissement 3 de Ouagadougou a reçu samedi les leaders de l'UPC qui venaient dire merci aux militants et sympathisants pour leur mobilisation durant les élections couplées municipales et législatives de décembre 2012. Zéphirin Diabré a saisi cette opportunité pour dérouler les plans de développement du Parti du Lion. Le reportage de Amadou To et de C.S. Sylvestre Da. C'est un meeting de remerciement de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Le parti de Zéphirin Diabré l'a organisé avec ses militants pour faire le bilan des élections couplées législatives et municipales du 2 décembre 2012. Dans l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou, l'UPC a obtenu 8 conseillers et c'est donc pour dire merci aux militants de son parti que Zéphirin Diabré a fait le déplacement. Une occasion d'échanger avec les populations, avec en toile de fond les perspectives. Vous savez, après les élections couplées du 2 décembre et les élections complémentaires du 17 février, il était du devoir du président de l'UPC de passer remercier les militants et les sympathisants qui sont sortis très nombreux pour voter en faveur de l'UPC. Nous savons que ce n'a pas été un travail facile. Nous savons que ce n'est qu'une première étape. C'est pour ça que le président est venu pour dire merci à la population et leur donner rendez-vous pour les prochaines échéances. Les échanges ont également porté sur les projets de développement du parti. Pour l'UPC, l'objectif de l'après-élection, c'est de parcourir tout le territoire national pour échanger avec les militants et promouvoir le changement. 20 ans après sa création, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique doit s'adapter aux nouveaux défis des économies, adopter des réformes pour faciliter la création des entreprises. Un conseil des ministres de l'OADA va se tenir à Ouagadougou dans quelques 48 heures pour se pencher sur ces questions. Les experts préparent les dossiers de ce conseil. Depuis ce matin, le reportage de Moumouni Soubaïga. Pour préparer le Conseil des ministres, ces experts de 17 pays membres de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ont à l'ordre du jour 5 questions à examiner. Au nombre de celles-ci, la révision du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et regroupements d'intérêts économiques. Il y a le règlement
procédure de la Cour commune de justice d'arbitrage. Dans quelles conditions va-t-on devant cette cour qui est basée à Abidjan? Est-ce que ça satisfait à tous les citoyens de l'espace ODA qui compte 17 pays aujourd'hui? Il y a eu quelques difficultés de parcours depuis une quinzaine d'années que nous avons commencé à pratiquer donc l'acte qui est en vigueur, c'est-à-dire la loi commune qui est en vigueur dans ce domaine. Il est question de faire cela pour adapter ça aux besoins nouveaux. Ces réformes interviennent au moment où l'OADA souffle ses 20 bougies et le prochain Conseil des ministres veut marquer un tournant décisif à cette institution. Les réformes en fait doivent tendre à permettre ou à faciliter la création des entreprises pour s'adapter aux défis actuels de nos économies tout en respectant les traités révisés de l'OADA. Par ailleurs, une seule préoccupation doit vous animer dans votre travail, celle de proposer des réformes qui sont indispensables pour la sécurité juridique et judiciaire et le développement et social de notre espace communautaire. C'est en décembre 2012 que le Bénin a passé la commande de la présidence en exercice de l'OADA au Burkina Faso. La présente rencontre des experts se tient en prélude au Conseil des ministres des pays membres de l'institution du 13 au 14 juin à Ouagadougou pour donner de nouvelles orientations à l'OADA et la mettre au service du développement économique du continent. La construction du barrage de Samandéni accuse un retard. C'est la conclusion que l'on tire à l'issue d'une mission de supervision conjointe conduite par les différents bailleurs de fonds sur le site de construction du barrage. À un an du délai imparti, la mission devait évaluer le niveau d'exécution des travaux dans le cadre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Les détails de cette évaluation dans ce reportage de Ahadi Sandamba. Depuis le début des travaux, c'est la troisième fois que la mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds effectue une visite de terrain sur le site du barrage de Samandéni. Aujourd'hui, c'est une mission d'évaluation à mi-parcours à un an du délai imparti pour la mise en eau. Et sur le terrain, le constat est là. Le chantier de construction du barrage de Samandéni accuse un retard. Actuellement, le chantier se trouve dans une phase critique où il y a nécessité vraiment de joindre tous les partenaires, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion du projet puissent vraiment pousser de l'avant. Donc il y a nécessité vraiment que le groupement d'entreprises et la surveillance des travaux soient renforcés, tous les moyens soient renforcés pour que donc, le retard qui a été accusé puisse être résorbé. Nous sommes à 43%, ce qui fait que ça représente un léger retard par rapport à nos objectifs. Parce qu'au stade actuel, on devrait se situer autour de 50%. Donc on a un léger retard à rattraper. Cette visite également des bailleurs de fonds nous permet de mettre, comme nous le disons chaque fois, la pression sur nos partenaires chargés de réaliser les travaux sur le terrain. Face donc à la situation, au niveau de l'exécutif burkinabé, on entend mettre les bouchées doubles pour que le délai soit respecté. En tant que représentants donc, du gouvernement, nous allons les rendre compte à travers donc, notre rapport de mission. Et je crois que des mesures idoines seront donc prises au niveau donc, de l'exécutif, en tout cas pour que tout soit mis en œuvre, pour que nous soyons au rendez-vous. Après la visite de terrain, les différentes parties se sont réunies à huis clos. Et au dire du coordonnateur du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, cette réunion devrait consister à des échanges sur les difficultés, les acquis, ainsi que les réadaptations apportées au projet initial en vue de susciter l'accompagnement financier des bailleurs pour l'incidence financière engendrée par ces réadaptations. Une mine industrielle devrait s'installer incessamment à Gambo, une localité située à 70 km de Ouaïgouya. Seulement, le mouvement burkinabé pour l'émergence de la justice sociale ne souhaite pas bienvenue à la société Amara Mining. Le MBJust dénonce l'installation de cette mine sur la colline de Gambo. Le reportage de Adama Ouedraogo et de Sylvestre Da. Avec pancartes, pioches, bassines, la population de Gombo est sortie manifester contre l'installation de la société minière Amara Mining dans leur localité. Cette rencontre avec la presse a permis aux organisateurs de manifester leur mécontentement quant à l'installation de cette société minière. La destruction des lieux sacrés et des champs, voire le déguerpissement du village, sont les raisons de ce soulèvement. La société minière ne joue pas franc jeu. Voici 14 mois que nous sommes en train de travailler avec cette société minière. Nous ne savons pas à qui nous adresser. Et c'est ça qui nous met sur les nerfs. Nous ne comprenons pas que des personnes viennent dans un village et qui travaillent, c'est sans tenir compte des populations. C'est pour ça que nous interpellons l'État burkinabé à
à revoir sérieusement la question du site de Gamtanga. Après la conférence de presse, les hommes des médias ont visité les infrastructures socio-économiques qui ont été réalisées ou réhabilitées grâce aux retombées du site d'orpaillage artisanal de Gombo pour un coût de plus de 200 millions de francs CFA financé par la population elle-même. De l'avis des orpailleurs, l'exploitation artisanale est plus bénéfique que celle mécanisée des Amara Mining. La proposition qu'ils ont proposée, on s'est consulté, mais ils n'ont rien fait. On a consulté avec la mine. Mais ceux qui ont fait la consultation après ça, ils sont venus commencer le travail. Donc dans ce cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont définir avec nous. Nous avons proposé à ceux qu'ils se retirent et puis ils nous laissent librement. Au sortir de cette rencontre, la population est plus que jamais déterminée à empêcher l'installation mécanisée des Amara Mining dans leur localité. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique veut prendre son nouvel envol à la faveur de la semaine des activités aéronautiques menée donc à Ouagadougou du 3 au 8 juin dernier. Les États membres de la SECNA ont passé en revue la situation des aéroports d'Afrique et l'objectif est d'améliorer les services qui sont proposés aux passagers. Oswald Gaëtan Segda et Moumouni Soubaïga. Après des années de mise en œuvre des nouveaux principes de gestion des activités aéronautiques nationales, Ouagadougou a servi de cadre pour évaluer le chemin parcouru et dégager des solutions pour une gestion efficace des aéroports. Donc, nous avons, par exemple, insisté particulièrement sur la formation des ressources humaines dans tous les domaines qui concernent la sécurité, les domaines de la sûreté et aussi sur la maîtrise des textes de gestion. La conclusion de nos travaux de Ouagadougou, c'est l'amélioration de la sécurité du passager qui fréquente nos aéroports. Pour le Burkina Faso, ces travaux permettent de suivre le rythme d'évolution dans le domaine et l'important à l'issue de cette semaine dédiée à l'aéronautique est le partage d'expériences. L'expérience que nous pouvons avoir au Tchad, partagée automatiquement par celui qui est au Burkina, celui qui est au Niger, celui qui est au Mali, celui qui est en Centrafrique. Donc c'est d'abord cette mutualisation de nos expériences. Les recommandations issues de ces travaux doivent être mises en œuvre par la SECNA et les États membres afin que les services offerts aux passagers connaissent une amélioration. Le genre est-il suffisamment inclus dans les politiques publiques? Le bureau régional de l'UNESCO lance une étude pour évaluer la situation dans 9 pays d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ils sont donc à Ouagadougou pour s'imprégner de la méthodologie qui permet d'évaluer le niveau d'inclusivité sociale. Cette évaluation devrait permettre à la fois d'améliorer les procédures et les contenus du programme ainsi que sa préparation pour les phases ultérieures. Le reportage de Sali Nana. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tout individu d'une nation en situation de handicap et personnes vulnérables ou marginalisées bénéficient des fruits de la croissance et participent au développement de leur société. La problématique de l'inclusion sociale est une des préoccupations de l'UNESCO et cet atelier de lancement du projet de l'UNESCO vise à mettre à la disposition des États membres une méthodologie qui permettra d'évaluer, de comparer et d'améliorer le niveau d'inclusivité sociale incluant la dimension genre des politiques publiques. Outre le Burkina Faso, le projet pilote concerne le Niger et le Sénégal dans la région Sahel, ainsi que 3 pays du Moyen-Orient et 3 pays d'Amérique latine. Si je prends simplement la population des handicapés, dans certains pays de la sous-région, ils constituent aujourd'hui plus de 25%, 30%. Aujourd'hui, faire de l'inclusion sociale un axe programmatique, c'est simplement créer les conditions du développement parce qu'aucun de nos pays ne peut décoller s'il ne compte pas sur toutes ses forces. Et je pense que les populations marginalisées sont aussi des forces sociales sur lesquelles nous devons compter. Le Burkina Faso est aussi confronté à la problématique d'inclusion sociale et c'est pourquoi le premier responsable du département de l'action sociale apprécie et soutient l'appui technique et financier de l'UNESCO dans ce processus d'évaluation. Nous avons surtout apprécié 2 aspects. D'abord, la pertinence de cette étude qui indique que nous en avons besoin parce que les réalités sont là, il faut connaître davantage le phénomène. Deuxièmement, la philosophie.
faire en sorte que les citoyens burkinabés, vous et moi, assister tous les jours, parfois dans des situations difficiles, parfois malgré nous, ne se sentent pas marginalisés. C'est cette philosophie que nous avons perçue dans cette étude, et c'est pour cela que nous leur disons merci. Ils vont nous accompagner, nous sommes en réflexion, et je crois que cette réflexion va bénéficier de leur réflexion à eux. Ce panel de décideurs, d'experts, d'universitaires, mais aussi de citoyens représentant les groupes vulnérables permettra de faire l'évaluation des politiques publiques afin que les gouvernements puissent créer des conditions favorables à l'inclusion. De nouvelles techniques de communication présentées aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux responsables de la communication et des télécommunications du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Burkina Faso. L'Agence des technologies de communication et de sécurité a multiplié les démonstrations de transmission des informations de l'analogique vers le numérique dans le but de renforcer les capacités des uns et des autres. Le reportage de C.S. Sylvestre Daï de Moussaki. À l'aide de ce téléphone portable, ce soldat communique avec un de ses collègues qui se trouve à Bobo de Lasso. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la formation des agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que des responsables des services de communication des médias et de la télécommunication. La formation consiste en des démonstrations de communication de l'analogique vers le numérique. Elle est assurée par des experts sud-africains. Parce que dans le passé, les radios analogiques, là, les sons sont vraiment terribles. Avec la numérique, les sons sont très clairs. Et de deux, il y a ce que nous appelons le système GPS tracking, parce que toutes les communications qui ont tenu lieu maintenant, nos ordinateurs ont enregistrer toutes ces communications-là, ce que la radio analogique ne fait pas, mais avec le numérique, c'est possible. Au sortir de cette formation sur les nouvelles techniques de transmission d'informations organisée par l'Agence des technologies de communication et de sécurité, ATCS, les participants apprécient. Les technologies progressent très rapidement et nous avons besoin de migrer de façon harmonieuse et de pouvoir toujours utiliser nos équipements qui sont toujours efficaces, quand bien ils sont d'une autre génération. Mais que les nouvelles technologies qu'on implémente intègrent en fait ces équipements qui sont toujours à notre niveau utile. Nous n'avons pas les moyens de tout démonter pour réinstaller de nouveau. Nous voulons que, quelque part, dans nos unités, on puisse toujours utiliser nos anciens postes qui sont toujours efficaces, qui sont là. Cette rencontre a réuni des participants venus du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Burkina. Elle a constitué un véritable cadre de renforcement des capacités de ces agents en matière de communication inter-services. L'amicale des femmes de l'Assemblée nationale vole au secours de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila des vivres, des vêtements et des détergents, le tout évalué à 5 millions de francs CFA. La remise du don s'est faite en présence de Anatole Nakoulma et de Sylvain Vebamba. C'est un don en nature essentiellement composé de vivres, de vêtements et de détergents, et également en espèces d'une valeur globale estimée à près de 5 millions de francs CFA que l'amicale des femmes de l'Assemblée nationale a remis à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. La remise de ce don rentre dans le cadre de notre programme d'activité et nous avons choisi l'orphelinat parce que c'est un centre qui accueille les enfants en difficulté, les enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de notre soutien. De quoi prendre en charge et pendant un bout de temps l'alimentation des 52 enfants recueillis dans ce centre dont l'âge varie entre 1 et 18 ans. C'est vraiment un don qui vient de leur cœur et nous l'accueillons aussi avec cœur. C'est une grâce pour nous d'accueillir ces dons aujourd'hui qui va nous permettre de vivre des mois, peut-être durant 6 mois. Le maïs, tous les dons que nous avons reçus vont nous permettre de vivre, de nourrir les enfants pendant au moins 6 mois. Et c'est un grand don et ce n'est pas un petit geste. Les récipiendaires ont saisi cette opportunité pour en appeler à d'autres bonnes volontés. Nous lançons l'appel à toutes les bonnes volontés, ceux qui ont le cœur pour un enfant qui n'a plus papa ni maman, de venir nous accompagner pour qu'on puisse mieux les aider à être des citoyens de demain. Un acte de solidarité d'une valeur morale inestimable que la marraine a loué. Le matin, nous avons vu des orphelins dans un centre avec des sœurs attentionnées, des orphelins qui doivent s'épanouir parce que étant des enfants de la nation,
et appeler un jour à participer au développement de ce pays. L'amicale des femmes de l'Assemblée nationale, qui n'est pas à son premier geste pour cet orphelinat, compte rééditer de tels gestes avec l'appui de ses partenaires. Un CSPS pour le village de Sarfalaye, situé à une quarantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Plus qu'un centre de santé, c'est un centre de vie dont la réalisation a coûté la bagatelle de 340 millions de francs CFA, financé par la Fondation Bank of Africa. Le reportage de Sylvestre Da. L'inauguration du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sarfalaye, village de la commune de Bama à 40 km de Bobo-Dioulasso, survient 8 mois seulement après le début des travaux. Baptisé Centre de vie, l'œuvre est de la Fondation Bank of Africa qui a déboursé pour cela 340 millions de francs CFA. La Fondation Bank of Africa a axé ses efforts sur la création de ce que nous avons appelé des centres de vie, santé ou école. Il s'agit pour nous de réunir dans un même endroit un maximum d'infrastructures pour rendre justement la fréquentation de ces lieux-là agréable, sûre, de les rendre pérennes et de les rendre fonctionnels. Le CSPS est logé dans une enceinte de 6 hectares. Il se compose entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'une pharmacie et de logements pour le personnel soignant. Le tout équipé et électrifié par l'énergie solaire. Le centre est doté aussi d'un forage et à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, la Fondation BOA a ajouté en prime une moto et un tricycle ambulance. L'ambiance des fêtes de la cérémonie était donc compréhensible. Les 9 000 habitants de Sarfalaye et des villages environnants, en effet, devaient parcourir au moins 5 km pour atteindre le centre de santé le plus proche. Une réalisation qualifiée de générosité pour l'avenir. La générosité envers l'avenir, c'est les dons qu'on fait au présent. Et l'avenir d'une collectivité nationale repose avant tout sur sa santé, les infrastructures et tous les systèmes sanitaires. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, représentant le ministre de la Santé, estime, lui, que le centre est bien équilibré, bien équipé et conforme aux normes du ministère de la Santé. Le centre de vie est une réalisation de plus de la Fondation BOA de Lassina Diawara à Sarfalaye. La Fondation a doté déjà le village d'une école primaire, d'un collège et investi dans l'agriculture. L'école primaire plus le collège, ça fait déjà une population d'enfants d'au moins plus de 450 personnes. Alors, en dehors de cela, vous avez une population de plus de 1000 personnes dans cette région qui peut attirer d'autres si nous avons un tel centre. L'immensité des besoins de la santé rend indispensable l'appui du secteur privé à l'État. Et c'est pourquoi l'ensemble des personnalités et des bénéficiaires à la tribune ont loué l'action de la BOA. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, Nelson Mandela est à son 3e jour d'hospitalisation et son état de santé demeure très préoccupant. Entre prières et inquiétudes, les Sud-Africains espèrent le rétablissement du héros de la lutte anti-apartheid. Malgré les inquiétudes, on veut croire à la guérison.